Bonjour à tous, je remercie Valor Verdir pour l'invitation et ma participation cette année à ce colloque. Donc effectivement, moi je suis forestier de formation, ingénieur forestier. J'ai commencé ma carrière en forêt et j'ai rapidement évolué sur un métier d'arboriste consultant pour du diagnostic d'arbres en milieu urbain, mais je garde toujours une vue sur ce qui se passe en forêt, puisqu'il y a pas mal d'analogies entre le milieu forestier et le milieu ornemental. Et c'est sur ça que je voulais aujourd'hui revenir pour finir la présentation, sachant que parmi les différents intervenants précédents, il y a déjà des choses qui ont été effectivement évoquées, et je vais revenir peut-être plus précisément sur ce qui se passe et sur ce qui se fait aujourd'hui en termes de recherche sur le milieu forestier. Donc, petit éclairage du passé, il y a peut-être aussi des choses à rappeler. La dernière grande glaciation, qui remonte à entre moins 115 000 ans et moins 11 700 ans, a duré bien plus de 100 000 ans, cette glaciation. Donc on a eu, au niveau des calottes glaciaires, donc, une descente vers le sud, jusqu'en Allemagne, jusqu'à Berlin, avec donc la présence de steppes, de toundra, sur toute la partie européenne. Et cette migration de calottes glaciaires a généré également une migration de tout ce qui est espèces végétales vers le sud. Malheureusement, et c'est le seul cas dans le monde, ces espèces végétales se sont retrouvées bloquées par des barrières naturelles, que sont les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes. Donc certaines espèces ont réussi malgré tout à se réfugier dans des zones, notamment péninsule ibérique, l'Italie, les Balkans ou encore les Carpates, et sont restés gentiment en attendant la déglaciation qui, elle, s'est déroulée sur une période beaucoup plus courte, sur seulement 8000 ans, et qui s'est soldée par une hausse des températures de plus 4 degrés, tiens donc, et une élévation du niveau marin de 120 mètres. Donc ça, c'est des choses historiques à rappeler. Et à ce moment-là, on a une recolonisation du continent européen par les espèces végétales au cours des 10 à 20 000 dernières années. Phase de contraction, phase d'expansion, mais malheureusement, à cet instant-là, à ce moment-là, on a eu une grosse perte d'espèces. De nombreuses espèces ont disparu et ça a généré une diversité des essences européennes beaucoup plus faible que ce qu'on peut rencontrer sur les autres continents. Alors à ce moment-là, on a eu des migrations assistées, dites anciennes, avec des végétaux, je vous en ai mis quelques-uns ici, qui sont ressentis comme des essences bien de chez nous, mais qui ont été introduites à un moment donné de l'histoire par les Romains, à l'occasion des grandes découvertes, à l'occasion au Moyen-Âge. Donc vous avez ici quelques essences, l'azérolier, l'amandier, l'arbre de Judée, le cognacier, le cyprès de Provence ou encore le marronnier, le pin parasol. Donc vous avez ici toutes ces essences-là qu'on trouve aujourd'hui chez nous, qui sont dites essences archéophytes. Là, je me tourne vers Véronique en espérant ne pas me tromper sur le terme, qui sont des plantes qui sont non originaires d'une région géographique, mais qui ont été introduites avant l'an 1492. Voilà, donc j'espère que je ne me trompe pas sur le sujet. Par exemple, si on regarde le châtaignier, on sait pertinemment tout son parcours. Il est originaire d'Asie mineure, il est arrivé en Europe, et tout ça a été bien daté. Il était présent en Arménie au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, il est arrivé à Sardes, Athènes, en Crète, ou encore dans le sud de l'Italie, à Naples, Sicile, et ensuite en France, jusqu'au sud de l'Angleterre, au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc tout ça est daté et retranscrit. Petite parenthèse, le châtaignier n'est pas originaire non plus, n'est pas indigène en Corse. Il a été aussi introduit en Corse, même si les Corses sont très, très férus du châtaignier et le défendent bec et ongle. Alors, je vous présenterai également pas mal d'exemples en lien avec le chêne, parce que pour un forestier, le chêne, c'est quand même une essence importante. Et là, vous avez ici, sur cette diapositive, l'aire d'origine, enfin l'aire, on va dire, de répartition qui est très large du chêne dans le monde entier, puisqu'il existe plus de 440 espèces de chênes, sous-espèces, variétés, formes, les hybrides non compris, qui sont répartis dans les continents d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie. En Amérique, on décompte 240 espèces de chênes, en Asie, 160, et en Europe, seulement 38. Donc quand on parlait d'une diminution de la diversité des espèces liées aux grandes glaciations, on a ici la preuve, puisque sur les autres continents, aucune barrière naturelle n'a contraint la migration vers le sud de ces espèces et ensuite la recolonisation.
La France reste quand même le pays du chêne par excellence, puisqu'on dénombre plus de 5,5 millions d'hectares, soit 41% de la surface forestière, qui est occupée par des chênes, notamment les chênes de section dites chêne blanc, chêne rouge ou chêne doré. Et je vous ai mis quelques représentations de cartes, de représentations d'occupation des sols sur le chêne pédonculé, le chêne sessile ou encore le chêne pubescent. On l'a évoqué, ce sont des cartes qui sont mises à jour chaque année par l'inventaire forestier de l'IGN. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez également aller consulter et trouver facilement. Alors aujourd'hui, la forêt française, elle est en expansion. Elle est vraiment bien importante en termes d'occupation en surface, puisque aujourd'hui, dans les départements et régions d'outre-mer, on dénombre plus de 8 millions d'hectares avec un taux de boisement compris entre 38% à Mayotte et 97% en Guyane. Et dans l'Hexagone et la Corse, on est à plus de 17,5 millions d'hectares avec un taux de boisement de 32%. Au total, un petit 26 millions d'hectares qui occupent donc l'espace boisé, dont 11 millions d'hectares de forêts publiques qui sont réparties avec un peu plus de 4,5 millions de forêts en métropole et de 6,4 millions dans les départements et régions d'outre-mer. L'expansion de cette forêt française, vous l'avez sur le graphique en haut à droite, elle est passée à la fin du 19e siècle de un petit peu moins de 9 millions à, en 2023, plus de 17,5 millions d'hectares. Donc la forêt française est toujours en expansion. À titre d'exemple, en 2023, c'est plus de 85 000 hectares de forêt qui ont été dénombrés. Donc, tout va bien pour la forêt. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, on constate une tempête silencieuse, c'est le terme qui est employé aujourd'hui par les forestiers, car on a des événements climatiques qui sont de plus en plus forts et qui sont de plus en plus fréquents. Et donc la physiologie de certains végétaux n'est plus du tout adaptée aux données climatiques nouvelles, et les arbres sont parfois littéralement dépassés. Certains sont capables de s'adapter, mais d'autres non. Les conséquences dues à l'accélération de ce changement climatique, c'est le dépérissement accéléré des peuplements forestiers. Aujourd'hui, on dénote plus de 600 000 hectares de forêts qui sont en cours de dépérissement. Alors bien sûr, ces volumes-là, on a du mal un petit peu à s'imaginer ce que ça peut faire, mais 600 000 hectares de forêt, c'est des massifs entiers qui dépérissent. Et je vous invite bien évidemment à vous promener un peu en France, dans certaines régions où on voit ce dépérissement qui est vraiment exacerbé. Alors le dépérissement, qu'est-ce qu'il entraîne ? Il entraîne le développement de parasites, de ravageurs. Alors bien sûr, vous avez peut-être dû entendre parler de scolytes, Calaros du frêne, suie de l'érable, Xylella fastidiosa, les chenilles processionnaires, etc. L'extension des feux de forêt, on en a parlé également. On voit qu'en 2022, on a eu 8 fois plus de feux de forêt que la moyenne. On a eu 70 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée. En Europe, en 2022, c'était près de 800 000 hectares. Donc l'accélération aussi de ces phénomènes est bien présente. On peut également envisager, par rapport à toutes ces problématiques, que d'ici 50 ans, on aura une modification vraiment profonde du faciès et de la composition des forêts. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à percevoir. Et vous avez sur la carte en haut à droite, les zones sur lesquelles on commence à dénombrer de nombreux dépérissements de forêts, et c'est essentiellement aujourd'hui dans les parties nord-est, Bourgogne-Franche-Comté, région centre. On les a présentés, on a vu quelques cartes sur des scénarios d'évolution des forêts françaises face à ce changement climatique. Effectivement, on a des groupes qui sont sur le reculoir et d'autres groupes de végétaux qui sont par contre, eux, en plein développement. Alors, face à ce changement climatique, les forêts françaises d'aujourd'hui, à quoi vont-elles ressembler demain? Est-ce qu'on a déjà noté des évolutions? Et comment surtout les forestiers aujourd'hui anticipent ces différents scénarios dus à l'évolution du climat? Donc c'est sur ça que je vais ensuite vous présenter ces programmes de recherche qui sont aujourd'hui nombreux grâce à des regroupements par le biais de différents partenaires. Et aujourd'hui, l'ONF travaille et est engagé sur plus d'une vingtaine de projets de recherche avec ses nombreux partenaires, donc notamment la forêt privée, l'INRA, différents groupements qui sont réunis autour de multi-acteurs, autour du réseau mixte technologique et à l'adaptation des forêts au changement climatique, la FORCE. Donc ça, c'est quelque chose, un groupement qui est très important en termes de recherche forestière, parce qu'ils engagent ensuite différents projets qui sont déjà mis en place depuis plusieurs années. Donc j'aborderai pas ici la vingtaine de projets qui sont présents en France, vous pourrez aller les consulter, différents, mais par contre, je vais revenir sur quelques-uns, notamment le projet Giono, le projet Espérance et bien évidemment les îlots d'avenir. Alors le projet Giono, c'est un projet qui existe depuis plusieurs années,
qui est une migration assistée d'arbres menacés par le réchauffement. On l'a évoqué notamment au travers des différentes interventions ce matin, qui sont des migrations aujourd'hui par rapport aux migrations anciennes dont je vous ai parlé, qui sont actuellement en cours. Donc c'est une expérience qui va consister à déplacer des essences localement menacées par le changement climatique avec une migration du sud vers le nord. Celle-ci, elle se déroule en 3 étapes. Donc on va sélectionner dans des forêts très sèches, notamment forêt de Sainte-Baume, forêt de Vachères ou encore le Mont Ventoux, des essences qui sont à préserver, qu'on veut absolument garder, notamment le hêtre, le chêne et le sapin, qui vont être sélectionnées au niveau de leurs graines. Et ces graines vont être ensuite cultivées en pépinière, dans une pépinière expérimentale de l'ONF qui est à Guéméné-Penfao en Loire-Atlantique. Et une fois que les plants ont germé, on va ensuite les introduire dans des forêts beaucoup plus au nord, notamment les forêts de Verdun et forêts de Levier, dans l'est de la France, qui sont des zones qui restent favorables, bien évidemment, au développement de ces essences. Donc aujourd'hui, le projet Giono, il est en place, il est en marche pour tester ces nouvelles essences par migration assistée. Le projet de recherche Espérance, c'est un réseau d'expérimentation pour évaluer les essences forestières de demain. Ils ont plusieurs objectifs, parce qu'on se rend compte que les gestionnaires sont maintenant conscients de la vulnérabilité des principales essences forestières françaises vis-à-vis de ce changement climatique. Et ils sont également désemparés quant au choix des essences pour leur renouvellement ou l'enrichissement des peuplements. Donc un choix lourd de conséquences pour l'avenir, parce qu'en termes de foresterie, quand on plante un arbre, on le plante pour 150, voire 200 ans, voire davantage. Donc le choix aujourd'hui des bonnes essences, bien évidemment, il est crucial. Donc l'objectif pour les forestiers, ça a été d'identifier ces territoires forestiers à enjeu de production. Là, je parle bien de production et pas du tout d'ornemental. Donc malheureusement, je n'aurai pas le châtaignier effectivement évoqué ce matin, tout à l'heure en question, mais on parle bien de production, également de bois. Donc ces enjeux de production qui vont être susceptibles d'être impactés par le changement climatique et pour lesquels il est utile de trouver aujourd'hui des alternatives. On va également réfléchir à proposer des listes d'essences ou provenances potentiellement intéressantes pour l'avenir à expérimenter, en s'appuyant sur les connaissances acquises ou en cours d'acquisition, donner un cadre global d'expérimentation à mettre à disposition des protocoles d'évaluation et à utiliser sans modération, et enfin, concevoir un accord de consortium pour travailler sur ces questions dans la durée et rédiger un cahier des charges sur une plateforme d'échange. Donc un tel support va permettre de regrouper toutes les informations qui sont liées à ces expérimentations et elles vont fédérer les actions menées sur ce thème et permettront ensuite une mise à disposition plus rapide des résultats et de recommandations d'outils pratiques sur d'autres projets, aussi bien pour la forêt publique que pour la forêt privée. Petit aparté, le chêne pédonculé, effectivement, dans certaines régions, notamment en région centre, est une zone où il dépérit énormément et les enjeux sont très importants dans les forêts de la Sologne et de l'Orléanais. Donc ce projet Espérance regroupe la forêt privée, la Fédération française du bois, l'INRA, des écoles d'ingénieurs également sur le travail de réflexion de la mise en œuvre de ces différents projets. Alors quels sont les territoires forestiers à enjeu de production qui sont susceptibles d'être impactés par ces changements climatiques? Donc pour déterminer les zones à enjeu de production, c'est la première étape, les chercheurs ont récupéré auprès de l'IGN des données de volume sur pied, le volume de pied sur bois, de bois, qui ont prélevé sur 43 essences, les plus communes, et qui représentent à peu près 97% du volume sur pied de la forêt en France métropolitaine. Ensuite, il a été choisi un découpage géographique particulier qui s'appuie notamment sur la répartition écologique et forestière, qui est proposée toujours par l'inventaire forestier de l'IGN. Et ce découpage, c'est un découpage intermédiaire entre les grandes régions écologiques, les GRECO, et les sylvo-écorégions, dont l'échelle apparaissait trop fine. Donc du coup, ces régions sylvo-écorégions ont été regroupées en 45 ensembles qui ont été appelés grandes sylvo-écorégions. Donc ça, c'est la figure qui est représentée à droite. On a ensuite écarté les essences qui ne présentent nulle part de fort volume et qui sont dispersées sur le territoire. Donc ont été écartés le noyer, le cerisier, l'orme ou encore le robinier. Il restait alors ensuite une vingtaine d'essences principales qui représentent aujourd'hui 88% du volume sur pied total. Et c'est sur ces 20 essences que le projet a ensuite été mené. Alors de quelle manière ? Donc il a fallu, à partir de ces 20 essences retenues, localiser les enjeux de production au niveau français. Donc on a déterminé, par rapport à ces niveaux de préoccupation climatique, les zones à enjeux de production selon 3 modélisations qui ont été développées par 3 organismes partenaires différents.
La modélisation sur la surmortalité due aux conditions climatiques, c'est l'approche qui a été développée par AgroParisTech et notamment par Christian Piedalu et Adrien Tacohen. Deuxième modélisation sur la vigilance climatique, qui est la probabilité d'observer un dépérissement. C'est le modèle BioClimSol qui a été développé par la forêt privée, et notamment par le CNPF au travers de Jean Lemaire. Et enfin, la dernière modélisation, c'est sur l'évolution de la compatibilité climatique. C'est le modèle IKS qui a été développé par le réseau développement de l'ONF. Donc on a eu une approche essence par essence, donc chaque carte, la carte de droit sur le chêne Cécile, savoir où étaient les enjeux principaux au niveau national, le être commun par exemple, et ensuite on a également une approche multi-essence, et donc ça c'est bien la carte que vous avez sur la partie de droite. Plus la couleur est foncée, plus l'enjeu est important et fort. Donc vous voyez qu'à partir de cette cartographie, on a identifié et localisé que les enjeux maximaux se trouvaient sur le massif vosgien, dans le massif central, et notamment dans la partie Lorraine-Bourgogne. C'est la couleur marron que vous avez à l'écran. Les essences les plus impactées, le sapin, l'épicéa, le hêtre, le douglas, le chêne pédonculé, le chêne Cécile. Voilà à peu près les essences sur lesquelles les enjeux sont aujourd'hui maximales pour les forestiers. Comment choisir les espèces et provenances à expérimenter pour l'avenir? Alors, quels outils sont présents? Donc, la première chose, c'est que les forestiers sont retournés voir dans les arboretums méditerranéens, notamment, les dispositifs expérimentaux qui étaient mis en place. Et ils ont croisé donc, différents indices, notamment l'indice en hauteur, en fonction du taux de survie pour les différentes espèces. Vous avez un graphique sur le graphique, la partie en haut à droite, avec la couleur en vert qui représente les cupressus, en bleu les eucalyptus, en mauve les pinus, et encore en rose les séquoias, et en orange les abies, ce qui nous a permis d'identifier quelles étaient les essences dans ces arboretums méditerranéens qui nous semblaient être les plus pertinents sur lesquels aussi poursuivre les recherches. Deuxième approche, et je l'ai vu dans la conversation WhatsApp, effectivement l'utilisation de Climessence, qui est un outil aujourd'hui qui est extrêmement utilisé par le forestier, qui caractérise aujourd'hui près de 150 espèces autochtones ou exotiques, potentiellement intéressantes. Et cet outil consiste à compiler, synthétiser les connaissances issues de l'expertise cumulée, d'observation ou d'expérimentation scientifique qui sont documentées et publiées. Chaque essence est ainsi renseignée avec 37 critères qui sont organisés par thème: facteurs limitants climatiques et édaphiques, diversité génétique, croissance et production de bois, autres services écosystémiques, mise en œuvre sylvicole, vulnérabilité aux risques biotiques et abiotiques. Toujours dans le Climessence, la deuxième approche, ça a été de modéliser des facteurs climatiques qui limitent la présence et donc l'évolution des essences via le modèle IKS dont je vous parlais à l'instant. C'est un modèle de compatibilité climatique et en pratique, l'IKS décrit le climat via 3 indicateurs qui correspondent à des facteurs limitants pour les arbres: le manque d'eau, l'excès de froid et le manque de chaleur ou d'énergie. Il utilise des données de présence d'espèces pour calculer sur ces 3 indicateurs les seuils limites qui caractérisent leur enveloppe de compatibilité climatique. Pour les projections dans l'avenir, IKS utilise les trajectoires climatiques du GIEC avec 3 types de modélisation climatique existantes. On en a parlé tout à l'heure: l'optimiste, la moyenne et la pessimiste, aux horizons temporels de 2050 et 2070. Sur cette base, donc, Climessence propose 2 modules pour l'utilisateur qui vont lui permettre, par analogie climatique, de visualiser pour une zone donnée où se trouve actuellement le climat qui sera observé sur cette zone dans le futur. Et également un deuxième module de compatibilité climatique qui identifie pour les principales essences les territoires sur lesquels les prévisions climatiques futures prévoient ou non un risque de limitation de leur présence. Vous avez donc une représentation en bas à droite avec des cartes pour le chêne Cécile à gauche et le chêne chevelu à droite. Et vous voyez un peu les zones de compatibilité qui sont en verte et les zones qui ne sont plus compatibles en jaune et en rouge. Donc là aussi, des problématiques de disparition d'espèces à venir dans les forêts. Notion de prise de risque selon l'essence et les provenances. Alors, avant de proposer des choix possibles d'espèces ou de provenance par zone d'enjeu, il a été jugé nécessaire de fournir aux chercheurs, aux expérimentateurs, une indication du niveau de prise de risque selon le matériel utilisé, au sens où certaines essences ou provenances sont bien connues, mais d'autres le sont beaucoup moins. Il a été classé des espèces aptes, c'est-à-dire des espèces qui sont actuellement réglementées, qui sont connues, et des espèces dites candidates, qui ne sont pas réglementées aujourd'hui à l'échelle de la France. Et chacune de ces catégories a été divisée en 3 niveaux de risque
plus le niveau est élevé, moins le risque est grand. Et c'est par rapport aussi à la capacité de production aujourd'hui dans les pépinières françaises, pépinières forestières. Donc les chercheurs ont mis en place différents dispositifs expérimentaux pour évaluer ces essences dans un contexte de climat changeant. Premier test, le test d'élimination. Donc l'objectif, c'était de sélectionner rapidement des essences qui sont potentiellement intéressantes parmi un grand nombre sur des bons sols et selon les enjeux. Donc du coup, on a une liste d'essences qui a évalué de façon plus approfondie une liste d'essences à abandonner pour des raisons identifiées, sensibilité climatique, croissance juvénile insuffisante, sensibilité aux agents pathogènes. Donc là, on a mis en place entre 40 et 60 espèces de provenance et qui ont été étudiées dans des unités expérimentales de 48 arbres. Donc chaque petit carré représentait 48 hectares par bloc, dans différents blocs, sur une surface à peu près de 2 hectares. Donc voilà, ça c'est le premier dispositif d'élimination. Le deuxième test a consisté à évaluer à moyen terme le comportement d'essences d'intérêt potentiel sur des sols différents. Donc ça c'est le test de comportement. Donc là, les résultats attendus, c'était les éléments d'hôte écologie, comportement vis-à-vis de la concurrence, et puis d'un point de vue plus forestier, la réaction à l'éclaircie. Donc là, l'objectif, c'est de mettre en place 3 à 8 essences, toujours sur des blocs de 252 essences exactement, et un suivi que sur 64 d'entre elles, sur des surfaces qui sont comprises entre 1 et 2 hectares. Et là, le suivi consiste à regarder tout ce qui est survie, croissance et vigilance sanitaire sur une trentaine d'années. Donc vous voyez là, les impacts sont beaucoup plus importants par rapport au premier, je ne l'ai peut-être pas dit, qui était sur seulement un pas de temps de 10 ans. Le deuxième, le test de comportement, est sur un pas de temps de 30 ans. Et enfin, le dernier, l'îlot d'avenir. Donc là, l'objectif, ça va être d'apprivoiser une nouvelle essence ou provenance. Donc les îlots d'avenir, des expérimentations qui sont sous contrôle, parce qu'en créant ces îlots d'avenir en milieu forestier, l'ONF et ses partenaires cherchent à connaître les essences qui, demain, sauront résister donc à ces climats plus chauds et plus secs. L'objectif, ça va être de sélectionner des essences qui sont les plus adaptées, d'augmenter aussi ainsi le panel d'espèces forestières susceptibles de résister à ce changement climatique. Il est constitué d'une seule essence, il est implanté en forêt sur des parcelles de l'ordre de 1,5 hectare à 2 hectares pour évaluer la capacité d'adaptation à ce milieu et l'évolution qui est analysée, elle, en continu. Donc c'est un véritable laboratoire en ciel ouvert qui va permettre de recueillir des données sur la croissance, la mortalité éventuelle, l'adaptation au terrain et au climat. En 2022, plus de 500 îlots d'avenir étaient déjà implantés dans les forêts pour près de 1000 hectares de tests en grandeur nature. Donc vous voyez que le forestier aujourd'hui œuvre pour essayer d'accélérer en tous les cas ses recherches. Bien évidemment, ces analyses vont constituer un apport précieux pour les choix de gestion sylvicole à plus long terme. Donc le suivi de l'essence qui est implantée est strict et régulier, fait l'objet d'un protocole de gestion. La question de l'envahissement des espèces est intégrée dans la démarche sur ce point, comme sur d'autres. Et enfin, les îlots aujourd'hui font partie d'un suivi intensif au sein des différents chercheurs. L'origine du plan, le lieu de plantation, son évolution, tout est référencé et aucune essence dont le caractère invasif connu n'a été sélectionné dans le cas de ces îlots d'avenir. À terme, bien évidemment, ces îlots permettront aussi de récolter des graines issues de ces nouvelles essences d'avenir et adaptées aux conditions climatiques françaises et pourront ensuite être réinjectées dans les différentes pépinières. Alors, toujours dans le cas du chêne, les listes ont été très ouvertes, laissant de nombreuses possibilités aux gestionnaires, mais leur mise en place, en expérimentation, doit être par contre progressive. Et enfin, pour beaucoup d'essences nouvelles, l'approvisionnement en graines est aujourd'hui complexe, voire très complexe, car plus on attend, plus les graines dans leur aire d'origine seront difficiles à trouver, car les végétaux dans ces zones, eux aussi, subissent de plein fouet ce changement climatique. Donc vous avez ici un tableau, une liste d'essences qui est proposée à l'expérimentation pour l'enjeu chêne, issu de la méthode de sélection, donc avec les essences aptes en vert et les essences candidates en noir. Donc vous avez un certain nombre d'essences qui sont proposées à introduire donc, dans les forêts. Donc si je reviens un peu sur le chêne, qui est un peu mon fil conducteur, le Quercus ceris, le Phaginea, le Frénéto, l'ilex, le Macrantara, le Nigra, le Pubescens, le Robur, le Rubra, ou encore le Vulcanica, le Trojana, le Stellata. Donc tout ça, ce sont des chênes qui sont aujourd'hui testés dans les forêts françaises au travers de ces îlots d'avenir. Alors bien sûr, il n'y a pas que les chênes, je vous ai mis aussi l'Abies silicica, le Pinus brucia,
le Sequoia sempervirens, le Quercus frenneto qu'on trouve également en milieu urbain, le Betula alleganiensis. Alors, comment s'approvisionner en nouvelles semences forestières de qualité pour l'élevage des plants expérimentaux? Donc ça, c'est une vraie difficulté, parce que la disponibilité aujourd'hui est très limitée, enfin assez limitée ou à très limitée, et notamment pour l'enjeu chêne, on disposait initialement d'une liste d'une cinquantaine d'espèces à expérimenter, mais la première opération était de confronter cette liste de souhaits à la disponibilité des semences. Alors, il faut préciser qu'à ce stade très opérationnel, on ne pouvait pas se contenter de raisonner en termes d'espèces, donc il a fallu raisonner en termes d'unités génétiques, puisqu'on doit aussi fixer des zones géographiques de provenance pour celles dont l'herbe climatique est très étendue. On parlait du chêne notamment tout à l'heure. Donc l'ONF s'est rapproché notamment aussi de Villemorin, qui est aussi un gros producteur de graines. Entre l'ONF et le Villemorin, on a mis en place donc, des partenariats. On a mis également des partenariats en place avec la Turquie, puisqu'il y a une collaboration scientifique depuis de nombreuses années qui permet aussi d'avoir accès à des unités génétiques qui sont très difficiles à trouver. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup aussi avec la Turquie. Mais ça met également en exergue que, compte tenu de la réglementation et les différentes démarches qu'il faut mettre en place, c'est des compétences qu'il faut vraiment maîtriser parce que s'approvisionner en semences va impliquer de respecter des réglementations qui sont très complexes, des réglementations phytosanitaires d'une part, commerciales d'autre part, et à différentes échelles, internationales, européennes et nationales. Donc concernant la santé des végétaux, il faut savoir par exemple que l'importation de graines du genre Pinus en provenance des États-Unis est interdite puisqu'elles peuvent être contaminées par un champignon qui s'appelle le Fusarium circinatum, qui est un pathogène de quarantaine en Europe. Donc voilà, par exemple, aller chercher du pain aux États-Unis, c'est impossible. Donc ces réglementations exigent d'effectuer un certain nombre de démarches administratives qui ne s'improvisent pas, des démarches différentes selon qu'on s'adresse à des pays de l'Union européenne, pour obtenir un certificat phytosanitaire notamment exigé ou hors pays de l'Union européenne s'il s'agit d'obtenir un certificat en vertu de la Convention internationale pour la protection des végétaux. Produire une déclaration d'importation, satisfaire également aux formalités de douane, plus frais éventuels. Donc je ne détaillerai pas plus en avant, mais il faut savoir que ces démarches nécessitent des compétences particulières à maîtriser et surtout à actualiser puisque ces formalités évoluent énormément. Donc les graines qui ont été utilisées pour les tests que je vous présente, toujours pour l'enjeu chêne, on était parti sur à peu près 65 unités génétiques autour de 36 espèces différentes qui ont pu être utilisées avec des origines géographiques plus ou moins bien connues. Donc la plupart, 80% viennent d'Europe ou de pays proches, essentiellement la France, mais aussi la Roumanie, la Bulgarie, l'Espagne, la Hongrie, la Turquie, les USA, la Chine et l'Australie. Vous avez sur le petit camembert la répartition de ces différentes provenances. Donc vous voyez qu'une grande majorité viennent de l'Hexagone et de l'Europe, mais effectivement, ce n'est pas interdit d'aller chercher d'autres essences un peu plus loin. Ces îlots d'avenir ont une fonction également d'expérimentation, avec un rôle direct dans l'adaptation des écosystèmes forestiers à ce changement climatique via les processus évolutifs génétiques. Les espèces peuvent-elles migrer suffisamment vite? Alors, il faut savoir que les études de la recolonisation post-glaciaire, dont je vous parlais en introduction, en Europe de l'Ouest, montrent que les vitesses de cette recolonisation à l'époque, alors je vous rappelle bien qu'à l'époque, on n'avait que de la steppe et de la toundra, pas d'autres forêts, pas d'autres végétaux. Donc les espèces pouvaient se déplacer à cette époque-là, alors de l'ordre de 200 mètres pour le hêtre et jusqu'à 2000 mètres pour les bouleaux. Alors bien sûr, en fonction de la taille des graines, cela allait beaucoup plus vite, donc pas d'obstacle naturel. Bien sûr, c'était beaucoup plus facile à cette époque de recoloniser d'un point de vue forestier, et notamment pour le chêne, on parle de 150 à 500 mètres par an à cette époque-là, à l'époque post-glaciaire. Donc sur la carte que vous avez, une projection à l'horizon de 2080, on voit que les parties rouges sont pour le chêne sessile. Les parties rouges indiquent que ce sont des zones pour lesquelles le chêne sessile est sorti de son enveloppe bioclimatique. En jaune, celles où il reste dans son enveloppe, et en vert, les nouvelles zones qui vont lui convenir et qu'il pourra coloniser. Alors je dis bien qu'il pourra coloniser en principe, si bien évidemment il peut se déplacer jusque-là. Et vous voyez qu'en 60 ans, il pourrait courir de très grandes distances. Il pourrait par exemple se développer jusqu'au Cap Nord, mais il lui faudrait pour cela faire en quelques décennies un bond de plus de 1000 km par rapport à son aire de répartition actuelle, en traversant des espaces déjà occupés par l'homme et d'autres espèces. Donc là, ça paraît quand même très difficile, mais il faut savoir qu'aujourd'hui,
les collègues forestiers suédois viennent en France pour apprendre la sylviculture du chêne en région centre, parce qu'ils se préparent dans quelques années à devoir gérer des peuplements de chênes en Suède. Toujours par rapport à ces vitesses de colonisation, et Vincent en a parlé tout à l'heure, sans se concerter, on a les mêmes données. On a les exemples des forêts du littoral atlantique par le chêne vert, notamment les forêts vendéennes, Pays de Mont, Olonne, Longeville, mais également en Gironde, la forêt d'Ourtin. Et les vitesses de migration actuelles, alors là on ne parle plus de migration post-glaciaire, mais on parle bien de migration actuelle, reconstituée d'après les inventaires successifs à partir des archives du 19e siècle, dont disposent les forestiers, puisqu'on retranscrit tous les aménagements forestiers depuis des décennies. Donc dans ces aménagements, on a pu identifier, pour ces forêts que je vous donne en exemple, le processus de colonisation du littoral par le chêne vert. Donc par exemple, si je prends Ourtin, avec une vitesse de près de 57 mètres par an, en 1880, le chêne vert n'était pas présent. On l'a vu apparaître en 1916. Il s'est colonisé ensuite par la suite, et vous voyez qu'en fonction des opérations sylvicoles, il a été plus ou moins présent. Et aujourd'hui, alors là c'est des données de 2010, il occupe toute la forêt d'Ourtin. Donc le chêne vert a cette capacité de se développer, et on l'a vu sur les différentes cartes qui nous ont été présentées, avec une migration vers le nord qui est aujourd'hui bien présente. Alors, ces îlots d'avenir sont aussi un outil qui peuvent permettre d'accélérer les processus naturels de migration des espèces par effet de fondation à longue distance. Voilà, il faut savoir que la recolonisation post-glaciaire des chênes s'est faite à partir de seulement 300 foyers de dispersion, des petits îlots, qui ont permis de recoloniser toute la France en chêne, et qui a permis, à partir de ces 300 îlots, de recouvrir l'intégralité des forêts françaises. Il y a cependant plusieurs points auxquels il faut être extrêmement, bien sûr, attentif. C'est qu'avec ces îlots d'avenir, on va créer de nouveaux écosystèmes. Il faut donc porter une grande attention à la biodiversité associée, et on en a parlé également ce matin. D'autre part, il va falloir restaurer et promouvoir l'ensemble des processus évolutifs autour de ces îlots d'avenir. Cela va supposer de conserver et restaurer les populations de pollinisateurs et de disperseurs de graines, et de rétablir des continuités écologiques pour permettre cette progression. Donc je vous ai mis effectivement la dispersion par les petits rongeurs, par les chênes, etc., mais par les jets des chênes. Donc aujourd'hui, c'est aussi une préoccupation. En termes de conclusion, un nouveau paysage en perspective, ou des nouveaux paysages en perspective. Alors effectivement, aussi vulnérables soient-elles face au réchauffement climatique, les forêts sont des alliés incontournables et essentiels pour atténuer cette menace. Et donc pour l'ONF, tout l'enjeu est de conserver une forêt en bonne santé pour lui permettre de remplir pleinement son rôle, ou ses rôles, de puits de carbone et ses autres fonctions écologiques, économiques et sociétales. Autrement dit, il est urgent de remplacer les essences mourantes par des essences beaucoup plus résilientes. Et aujourd'hui, les forestiers peuvent déjà donner les indications sur ce que sera le paysage de demain au travers de cette forêt mosaïque dont vous avez une représentation en haut à droite. Donc cette forêt, elle doit remplir 3 critères à des échelles de perception variables selon les contextes. Une diversité accrue d'essences avec une priorité donnée aux essences résilientes, une hétérogénéité des structures et des traitements sylvicoles, une alternance d'espaces boisés et de milieux ouverts avec des effets de lisière induits. Donc l'ONF retient aujourd'hui une stratégie de réponse graduelle et proportionnée aux risques encourus selon 4 scénarios. Ces scénarios, c'est le scénario de la reconduction. Donc à l'horizon de 2100, on pense que 50% de la forêt française va basculer dans un inconfort climatique. Cela signifie que pour les 50% restants, le renouvellement à l'identique, par régénération naturelle notamment, ne devrait pas poser de problème. Donc il conviendra d'exercer quand même un suivi régulier pour vérifier que cette prédiction rassurante se confirme. Mais quant aux 50% présentant divers degrés de vulnérabilité climatique, on envisage 3 autres scénarios aujourd'hui. Donc le premier scénario, c'est le scénario de la recombinaison. L'essence objectif actuelle s'avère extrêmement vulnérable, sa régénération naturelle serait donc déraisonnable, mais parmi les essences secondaires ou d'accompagnement dans le peuplement en place, on dispose d'espèces plus résistantes, donc il faudra veiller à ce qu'elles se régénèrent naturellement. On va favoriser alors une rotation d'essences en modifiant le dosage déjà en place. Scénario de transformation, on est dans un cas moins favorable que dans les 2 premiers scénarios. Parmi les essences présentes, aucune ne semble convaincante en termes d'adaptation future. Il va donc falloir amener du sang neuf dans l'écosystème forestier, et cela ne peut se faire que par plantation de matériel végétal issu de zones plus chaudes ou plus sèches. 2 modalités sont possibles alors, ne pas changer d'essence mais apporter une variété plus méridionale, on parlera de flux de gènes,
ou bien amener une essence nouvelle pour le site, mais déjà présente sur l'est du territoire national. Et là, on parlera de migration assistée, comme dans le programme de Giono. Et enfin, le dernier scénario, le scénario de rupture, c'est le cas où l'évolution climatique fait sortir le site forestier de l'épure climatique des domaines biogéographiques connus aujourd'hui en France. Et donc la solution doit alors être recherchée à l'étranger, dans des régions dont le climat actuel présente des analogies avec le climat futur, projeté pour le site français concerné. Cela conduira à introduire et planter des essences exotiques. Donc l'objectif est donc de disposer au plus vite d'une palette de combinaisons d'essences, traitements robustes face à ce changement climatique. Je vous remercie. Merci David.